Peut-être que là, vous m'entendez. Effectivement, mon micro était mal branché. Ah, c'est mieux. Ok. Je vais d'ailleurs en profiter pour mettre mon casque. Voilà. Donc je disais, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent sur Twitch. Eh ben salut à tous, salut Cielmania, salut Jérém, salut Simon. Merci d'être là. On a déjà 7 personnes en live, c'est rare à cette heure-là. Donc voilà, je disais que finalement j'avais repris cette thématique du destin des étoiles pour aborder les nébuleuses. Salut Marie. Qui en fait, ben voilà, en fait vont parfaitement. Ah, ça c'est ma chatte Zeta qui gratte. Alors, j'espère qu'elle va pas gratter longtemps, sinon je vais la virer. Excusez-moi. Zeta, arrête, arrête. Ça va mal se passer. Zeta. Voilà, désolé pour cette petite interruption. Comme oui, maintenant à chaque fois elle s'y met. Hein. Ouais, elle est très pénible, Zeta. Et Fred, ah bah quelle belle visite. Salut Fred, merci d'être là, ça fait plaisir de te lire, pas de te voir mais de te lire. Donc voilà, cette troisième édition du Destin des étoiles va traiter des nébuleuses. Donc bah effectivement, on est obligé finalement de parler des nébuleuses quand on parle des étoiles parce que pour la plupart, toutes les étoiles vont se former dans des nébuleuses initialement. Et la plupart vont finir leur vie dans une nébuleuse également. Alors, pas du même genre, hein, et pas forcément toutes. C'est vrai que typiquement les étoiles comme les naines rouges, par exemple, qui sont vraiment la plus petite catégorie d'étoiles qui existe dans l'univers. Salut Christian. Elle ne finira pas dans une nébuleuse parce que a priori elles ont des durées de vie qui sont tellement longues que de toute manière l'âge de l'univers ne suffit pas à les voir terminer. Mais voilà, on va dire que allez, à peu près 50% des étoiles, peut-être un peu moins parce que finalement les naines rouges sont très très nombreuses. Mais bon, on va dire qu'environ 50% des étoiles vont finir leur vie dans une nébuleuse et en tout cas toutes vont commencer dedans. En plus de ça, il y a quelque chose qui, moi, me fascine dans les nébuleuses et qui rejoint une grande partie de mon attrait pour l'astronomie. C'est que, en fait, ces nébuleuses, elles sont là, tout autour de nous. La nuit, on pourrait en voir, alors à l'œil nu, dans l'hémisphère sud, on peut en voir. Dans l'hémisphère nord, pardon, on peut voir Orion. Avec des jumelles, on peut en voir un petit peu plus. Et avec un télescope, on peut en trouver presque une centaine. Donc elles sont là autour de nous, on ne les voit pas. Et je trouve que l'astronomie est vraiment une manière d'aborder ce qui est visible et ce qui est invisible. Et c'est peut-être ça qui est fascinant quand on s'intéresse à la physique et aux sciences, c'est quand on se rend compte que en fait, ce qu'on voit avec nos yeux, c'est une partie infime du monde. Alors, peut-être le plus évident avec ça, c'est le spectre électromagnétique. Donc, le spectre le spectre électromagnétique, nous, ce qu'on en voit avec nos yeux, c'est la lumière visible. Donc c'est ce que vous voyez au milieu de l'image, ce qui correspond aux couleurs en fait, du bleu au rouge. Donc c'est une partie infime en réalité de ce que le Soleil émet, par exemple. Le Soleil émet également en micro-ondes, donc sur la partie gauche, en ondes radio, en infrarouge. Ou de l'autre côté, là où la fréquence est beaucoup plus élevée et où il y a beaucoup plus d'énergie, le Soleil émet évidemment en ultraviolet, vu que les rayons ultraviolets du Soleil sont ceux qui nous donnent les coups de soleil. Le Soleil émet également en rayon X, ce rayonnement qui permet par exemple de faire ce qu'on appelle des radios pour voir à travers le corps, vérifier si on a un os cassé, etc. Et alors est-ce qu'il émet en gamma ? Peut-être un tout petit peu, mais en tout cas dans l'univers, ce qui correspond au rayonnement gamma, c'est par exemple l'explosion des étoiles. Ce tableau, on peut le trouver où ? Sur Wikipédia, non pas sur Wikipédia, sur Google en fait. C'est une petite recherche, voilà, tu vas le trouver assez rapidement. Tu tapes spectre électromagnétique, tu tomberas dessus, Blandine. Alors bon, il y a aussi le rayonnement du corps noir en dessous qui correspond à la couleur perçue en fonction de la température. Mais voilà, ce que nous voyons avec nos yeux, en fait, c'est une partie infime de ce qui rayonne dans l'univers. Et d'ailleurs,
Alors j'ai prévu de le montrer plus tard, mais salut Space Lorenzo. Mais finalement, je vais vous le montrer maintenant parce que quand on parle de nébuleuse, on est obligé à un moment donné de parler en longueur d'onde, etc. Donc c'est vraiment bien de savoir de quoi on parle. J'ai trouvé ça, alors ça je peux vous dire exactement d'où ça vient. Ça vient de Couleur Science. Et je suis très content d'avoir enfin noté justement d'où ça vient parce que pendant très longtemps, je savais que ce truc existait, j'étais tombé dessus, mais je galérais à le retrouver. Voici une photo de Paris. Bien. Cette photo, on va la voir sous différentes longueurs d'onde. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que là, on comprend vraiment de quoi il est question. Donc les longueurs d'onde les plus longues sont les ondes radio. Voici la même photo en ondes radio. Alors vous allez me dire, on voit plus grand-chose. C'est vrai. Ce sont les ondes les plus longues dans l'univers. Voici maintenant la même photo en micro-ondes. Là, on commence à reconnaître une bonne partie de notre photo initiale. Hein. On reconnaît la tour Eiffel, on reconnaît évidemment les lumières. On voit que voilà, tout ce qui est ondes lumineuses visibles émet aussi en micro-ondes. Le soleil émet évidemment en micro-ondes. Voici la même image en infrarouge. Alors, pour tout le monde comprenne bien, surtout que les infrarouges sont vraiment très importants en astronomie, en fait, tout corps émet des infrarouges. Alors, évidemment, les corps vivants, hein, les animaux, c'est pour ça que les chasseurs s'en servent avec leurs jumelles pour voir les animaux la nuit. Vous émettez des infrarouges. Mon chat, ma chatte Zeta émet des infrarouges, Deneb également. Mais même une pierre, en fait, émet en infrarouge, alors beaucoup moins. Mais en fait, du moment que vous êtes à une température supérieure, alors je suis désolé pour ces bruits de chat, ils sont très pénibles, mais j'espère qu'ils vont vite arrêter. Du moment que vous avez une température qui est supérieure à la température du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire à la température de l'espace, vous allez émettre des infrarouges. Du moment qu'il y a une petite agitation moléculaire, on émet des infrarouges. Donc là, on voit très bien les corps. On voit d'ailleurs que les bâtiments ont une émission infrarouge. Hein, voilà. On retrouve de nouveau... Vous entendez pas les bruits de chat? C'est génial. Bon, il est super mon micro. Vous avez de la chance. Alors moi, il m'éclate les oreilles. On a de nouveau, parce que j'ai voulu suivre l'ordre du spectre électromagnétique en partant des longueurs d'onde les plus longues jusqu'aux longueurs d'onde visibles entre 800 et 400 nanomètres. Là, on arrive... Ok, super. Là, on arrive donc sur la même photo en lumière visible de 400 à 800 nanomètres. Enfin, de 800 à 400 si on veut suivre l'ordre que je m'étais infligé en partant des ondes radio. Voici au-delà de 400 nanomètres, donc au-delà de la lumière bleue, les ultraviolets. Donc on voit que voilà, la plupart en fait, des corps émettent aussi légèrement en ultraviolet. Voici maintenant la même photo en rayon X. Donc on la reconnaît encore pas mal. Et pour terminer, en rayon gamma. Et là, on voit bien que tout le rayonnement gamma qu'on peut percevoir depuis la Terre, en fait, nous vient de l'espace. Et en grande partie de la Voie lactée. Alors, d'ailleurs, même, je présume, alors j'en suis pas certain, tiens, voyons, retournons sur... Ah ben non, mais je suis bête, je vais pas voir, j'allais mettre en lumière visible, mais on voit pas la Voie lactée. Je suppose que le centre rouge, ça doit être le centre galactique. Et la tache à droite de la tour Eiffel, ça doit être le grand nuage de Magellan, probablement. Ah non, oh non, je dis une bêtise, le grand nuage de Magellan, on le verrait pas dans l'hémisphère nord. Donc c'est je sais pas, une source d'émission gamma, je sais pas laquelle. Donc voilà, le rayonnement gamma nous vient de l'espace. Alors, ceci étant dit, on va maintenant pouvoir s'intéresser aux nébuleuses. Alors, je me suis enlevé moi, c'était pas le but, je voulais surtout enlever ça. Voilà. Donc je vais d'ailleurs pouvoir m'enlever moi aussi. Je vais enlever ma petite trogne. Voyons, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, je voulais montrer la tarentule. Je vais vous la montrer dans 2 minutes. Faudra que j'y pense. Alors, voilà, je m'enlève. Donc voici notre galaxie, la Voie lactée.
une galaxie comme il en existe a priori des milliers de milliards dans l'univers observable, une galaxie spirale, donc plutôt aplatie, plutôt pas très épaisse par rapport au diamètre de son disque, hein, environ 1000 années-lumière d'épaisseur. Si on la regarde par la tranche, ça donne à peu près ça, c'est très fin. Voilà. Avec un bulbe galactique qui contient quelques, je sais plus, 5 milliards d'étoiles, je crois, le centre, dont un trou noir supermassif. Et puis des bras galactiques et nous. Alors nous, on est voilà, là. Et la quasi-totalité des nébuleuses de notre galaxie que nous connaissons. Donc, parmi les nébuleuses, il peut y avoir des régions dans lesquelles les étoiles se forment. Donc, notre Soleil est né dans une nébuleuse. D'ailleurs, petite parenthèse, une des choses vertigineuses auxquelles on peut penser quand on parle de nébuleuse, je vais les faire apparaître pendant ce temps-là, tiens, c'est que, en réalité, j'aime bien dire aux gens que, en fait, on a tous le même âge. C'est-à-dire que, si on y pense bien, les atomes qui nous composent, alors l'hydrogène par exemple, hein, l'atome le plus basique dans l'univers, existe quasiment depuis le Big Bang, donc depuis 13,7 milliards d'années. Mais le corps humain, et certainement la quasi-totalité des êtres vivants sur Terre, sont composés d'un autre atome en très grande quantité, c'est l'oxygène. Cet oxygène, il n'existe pas depuis 13,7 milliards d'années. Lui, au départ, il n'existe pas dans l'univers. Le Big Bang n'a pas formé d'oxygène. Ce qui a formé les atomes d'oxygène, ce sont les étoiles géantes qui les ont synthétisés dans leur cœur et qui ensuite ont explosé et l'ont diffusé dans l'espace interstellaire et donc dans les nébuleuses dans lesquelles elles se trouvaient. Donc en fait, tous ici, quel que soit notre âge, tous les atomes d'oxygène qui composent notre corps, c'est-à-dire je crois que c'est 70% de notre masse, un truc comme ça, c'est à peu près comme la quantité d'eau qu'on a dans le corps, c'est quelque chose d'énorme. Ce qui est d'ailleurs assez logique, hein, parce que l'oxygène est beaucoup plus lourd que l'hydrogène et les deux forment l'eau. En fait, cet oxygène existe depuis environ 4,6 milliards d'années dans la galaxie. Et surtout, nos atomes qui composent notre corps étaient déjà présents dans la nébuleuse. Oui, Blandine, on est fait de carbone. Attends, je termine et puis je te réponds. Nos atomes étaient déjà présents dans la nébuleuse bien avant qu'on naisse. Hein. Moi, j'avais 43 ans, mes atomes étaient présents dans la nébuleuse protosolaire et dans laquelle s'est formé le Soleil il y a 4,6 milliards d'années. Et ceux qui vous composent également. Donc en fait, on était déjà là, quelque part. Alors évidemment inconscient et tout ça, mais des petits bouts de nous flottaient déjà, ou tombaient, pour être plus rigoureux physiquement, dans la Voie lactée, quelque part dans l'univers. Alors oui, nos atomes sont associés à des atomes de carbone, et c'est spécifique aux vivants. Mais en quantité, l'atome qui en plus grande quantité compose notre corps, c'est l'oxygène. Ah oui, mais toi tu es un Serval, Space Lorenzo. Si tu es composé d'adamantium, tu es Wolverine. Donc voilà, il y a vraiment des choses fascinantes dans les nébuleuses. Elles nous contenaient avant qu'on existe en fait. Hein. Juste, bon, on n'était pas vivants, je suis d'accord que ça compte, mais quand même, voilà, on existait déjà. Donc voici notre galaxie, et ce que j'ai fait apparaître là, ce sont les nébuleuses que nous connaissons. Alors il y en a bien sûr plein d'autres, tout autour, mais ça c'est celle qu'on a l'habitude de voir sur Google ou autre. Par exemple, alors je peux montrer 2-3 images. Les piliers de la création, que je vous montrerai peut-être tout à l'heure, qui ont été récemment imagés par le James Webb. Donc c'est de l'infrarouge aussi, hein, d'où l'intérêt de vous avoir montré ces images auparavant, là, de couleur science. Ces piliers de la création, on ira peut-être jeter un œil, c'est dans la nébuleuse de l'Aigle. Ou la nébuleuse du Crabe, qui est un rémanent de supernova d'une étoile qui a explosé. Ou une que j'aimerais bien vous montrer si on a le temps, que je trouve magnifique,
qui est d'ailleurs une multinébuleuse en fait, hein, qu'on appelle Rho Ophiuchi. C'est un drôle de nom, hein. Rho, c'est la lettre grecque, donc c'est certaines étoiles qui s'appellent Rho quelque chose. Ophiuchi, c'est le serpentaire en fait. Euh, et, euh, et également Antares, parce que la partie orangée que vous voyez, et donc c'est des vraies couleurs, hein. La partie orangée que vous voyez est en fait ce qu'on appelle une nébuleuse par réflexion. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle réfléchit profondément, c'est qu'elle est éclairée par l'étoile supergéante Antares qui est à l'intérieur, qui est dans la partie orangée. Voilà. Donc en fait, ce qui est assez génial dans cette nébuleuse, c'est qu'il y a quasiment tous les types de nébuleuses possibles. Il y a les nébuleuses en émission en bas, nébuleuses par réflexion, les nébuleuses obscures qu'on voit l'espèce de V un peu très très noir, un peu au centre. Voilà. Donc si on a le temps, si je parle pas trop, on ira la voir tout à l'heure. Et il y a plein d'autres types de nébuleuses. Il y a les nébuleuses planétaires, il y a les fameuses régions H2 dans lesquelles les étoiles naissent, les nébuleuses par réflexion comme les Pléiades. Donc voilà, c'est aussi ça qui est intéressant à expliquer, c'est que les astronomes, pour ce coup, ils n'ont pas été très rigoureux, on va dire. C'est qu'ils ont appelé nébuleuse, nébulosité, tout ce qui était tache dans le ciel. Et à une époque, même les galaxies s'appelaient des nébuleuses. Donc on a de tout dans les nébuleuses, hein. On a des résidus d'étoiles, comme la nébuleuse de l'Anneau, par exemple, ou la nébuleuse de la Lyre, c'est la même chose. On a aussi des nébuleuses donc, qui sont plutôt petites. On a des nébuleuses gigantesques dans lesquelles les étoiles naissent. Et pour commencer, justement, alors on ne va pas commencer par notre galaxie. Je vais vous montrer une autre nébuleuse qui est dans une autre galaxie. Dans une galaxie qu'on connaît assez bien, parce que c'est l'une des plus proches de nous, qui s'appelle le Grand Nuage de Magellan. Et il se trouve dans le Grand Nuage de Magellan. Donc le Grand Nuage de Magellan, c'est quand même assez loin, hein. C'est, je dirais, à 150 000 années-lumière environ, un truc comme ça. Donc c'est assez loin, oui et non, en fait, parce que quelque part, notre galaxie fait 100 000 années-lumière. Donc vous voyez, si c'est à 150 000 années-lumière, c'est à une distance qui correspond à peu près au diamètre de notre galaxie. Mais en tout cas, ces galaxies le Grand Nuage de Magellan et le Petit Nuage de Magellan sont visibles à l'œil nu dans l'hémisphère sud. Elles portent le nom de Magellan parce que le navigateur s'en servait pour se repérer dans le ciel, hein. C'était, on va dire, son étoile polaire. Et dans la plus grande des deux, le Grand Nuage de Magellan, il y a une nébuleuse, une région H2, c'est-à-dire une pouponnière d'étoiles, tellement gigantesque, non seulement que ça en fait la plus grosse connue, mais en plus elle est visible à l'œil nu. Alors, vous la voyez ici, et on va rentrer dedans. Donc, on a... Ouais, elles sont tout près. Oui, c'était l'intérêt. Blandine nous dit finalement elles sont tout près, donc tu réagis par rapport à la galaxie, hein, quand je montrais les nébuleuses qu'on voit. Alors, elles sont tout près, oui et non. Elles sont à environ, entre 500 et 10 000 années-lumière de nous, celles qu'on connaît, mais c'est logique. C'est logique, tu connais mieux tes voisins que les gens qui habitent au Mexique, quoi. Donc il y a des nébuleuses partout dans la galaxie, mais celles qui ont été le mieux observées, le mieux caractérisées, c'est celles qui sont proches de nous, tout simplement. Ah bah non, oui, d'accord. Ok. Non, effectivement, la plupart des nébuleuses que nous montre Hubble ou les astrophotographes amateurs ou professionnels sont en fait celles qui sont pas très loin de nous parce que elles sont visibles tout simplement. Par exemple, alors d'ailleurs j'ai fait la recherche avec ChatGPT, figurez-vous, je me suis encore bien amusé. Je lui ai demandé si on connaissait des nébuleuses dans la galaxie d'Andromède. Il m'a donné des noms de nébuleuses de la Voie lactée. Donc à ma connaissance, on n'en connaît pas vraiment, mais je pense quand même que pour les astronomes professionnels, ils ont dû travailler sur des nébuleuses d'Andromède. Donc voici la Tarentule. Alors, je vais vous montrer, tiens, une photo de... Alors, pas Hubble, de James Webb, de la Tarentule. Hop. Alors, vous allez me dire, elle est pourrie ta Tarentule avec ton logiciel, hein. Alors oui, effectivement, voilà, j'ai pas le même pouvoir de résolution que le James Webb, mais je vais quand même vous amener à l'intérieur, au même endroit. Donc c'est ce qu'on appelle une région H2, c'est-à-dire que l'hydrogène est ionisé, c'est-à-dire en gros,
Ouais, elle est somptueuse, hein, cette tarentule. En gros, l'hydrogène est brûlé, quoi. Il est brûlé par les étoiles à l'intérieur. Donc je répète que ces nébuleuses, qui sont constituées voilà, 70% d'hydrogène et 29% d'hélium, datent en fait des quasi premières secondes de l'univers. Donc elles ont 13,7 milliards d'années. Ce qu'il s'est passé, c'est que des étoiles se sont formées à l'intérieur, des étoiles gigantesques qui ont vécu très peu de temps, qui ont rayonné très 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 fort à l'intérieur, et de leur rayonnement ultraviolet et autres ont vraiment brûlé l'hydrogène qui s'y trouvait, c'est-à-dire qu'ils l'ont ionisé. Ils ont conféré tellement de chaleur aux électrons qui se sont barrés des noyaux. Et, et ensuite, voilà, ces étoiles sont mortes et ont donné naissance à d'autres étoiles plus riches en métaux, c'est-à-dire en éléments plus lourds que l'hélium, dont par exemple notre Soleil est un représentant, alors une génération plus tard, hein, parce que notre Soleil est de la 3e génération après la toute première génération d'étoiles, mais voilà en gros le truc qui s'est passé. Donc, retournons dans cette nébuleuse, et il y a justement dans cette nébuleuse de la Tarentule, donc qui fait quand même quasiment 2000 années-lumière de diamètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2000 années-lumière de diamètre, c'est absolument prodigieux. C'est-à-dire que la nébuleuse d'Orion, qu'on reverra tout à l'heure, qu'on peut voir à l'œil nu, oui, Space Lorenzo, je vais te répondre en effet, qu'on verra à l'œil nu tout à l'heure, elle fait 25 années-lumière, la nébuleuse d'Orion. Donc la Tarentule, voilà, qui fait 1000 à 2000 années-lumière de diamètre, c'est immensément plus grand. Alors oui, tu dis, il faut une belle imagination pour y voir une tarentule. Alors je suppose que tu réagis à l'image du James Webb. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui ont donné ces noms à ces nébuleuses ne sont pas, comment dire, ils n'ont pas vu les photos du James Webb. Ils ont observé avec leur télescope des 200 mm, 300 mm ou même 500 mm, et ils ne voyaient pas la même chose que ça. Donc peut-être qu'en imaginant uniquement les filaments les plus clairs, les plus brillants, parce que c'est ceux-là seuls qu'ils devaient voir, on peut se dire que ça ressemblait à une tarentule. Enfin, en gros, ils ne voyaient pas la même chose que toi. Donc, ensuite, voilà, on y voit plus ou moins, par exemple, dans la nébuleuse de l'Aigle, on y voit plus ou moins la forme d'un aigle, mais oui, si on devait imaginer une forme, ça correspondrait à un aigle. Donc là, j'imagine que sur les images des télescopes, il y a, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été découverte, peut-être 150 ans, un truc comme ça, ça devait à peu près ressembler à une tarentule. Après, c'est le principe des pareidolies, hein. C'est-à-dire que notre cerveau recherche des formes. Ouais, il recherche des formes connues. Quand il voit quelque chose, il se dit « Est-ce que c'est une forme que je connais ?» C'est pour ça qu'on voit la tête de tonton Albert dans un nuage. C'est pour ça qu'on voit une tête de chien dans une flaque d'eau, etc. C'est juste que notre cerveau est programmé pour ça, en fait, hein. C'est comme une intelligence artificielle, si tu veux, sauf que voilà, elle est naturelle. Donc, dans cette nébuleuse, alors on voit beaucoup de rouge. D'ailleurs, Simon m'avait demandé la dernière fois pourquoi ces nébuleuses étaient rouges, et je lui disais donc que c'était la lumière des étoiles. Donc oui, je persiste. C'est effectivement bien la lumière des étoiles. Parfois, en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une recombinaison des atomes à l'intérieur de ces étoiles. C'est-à-dire qu'une fois que les électrons se sont barrés, et ben, ils vont être captés par un autre proton. Et en étant capté, il va émettre des photons à 600 et quelques nanomètres, donc proche de la lumière rouge. Donc voilà, c'est pour ça que ces nébuleuses sont très très souvent rouges. Sinon, oui, c'est effectivement, on y voit un Rorschach, c'est-à-dire un peu ce qu'on veut. Donc, on a des nébuleuses, des parties très sombres de cette nébuleuse. Alors, on va y revenir après. Elles sont très intéressantes, ces parties sombres, parce que c'est souvent à l'intérieur que les étoiles vont naître. Mais j'ai envie de vous montrer une des plus grosses étoiles connues de tout l'univers. Alors, elle a un très très joli nom, hein, vous allez voir, c'est R136A. J'avoue que là, on ne s'est pas foulé. Et donc, elle se trouve en plein dans la nébuleuse de la Tarentule. Pour vous donner une idée, cette étoile est tellement gigantesque que quand elle a été découverte, elle a incité les astrophysiciens à revoir complètement la théorie de formation stellaire et d'évolution des étoiles. Parce que, en fait, on avait supposé
à cause, on va dire, de la résistance des couches supérieures des étoiles, qu'elles ne pouvaient pas dépasser 150 masses solaires. Or, cette étoile, quand on l'a découverte, on l'a mesurée à 350 masses solaires. C'est-à-dire plus du double de la limite permise. C'est-à-dire qu'elle devait 2 fois s'effondrer en trou noir, quoi. Enfin, en tout cas, s'effondrer. Pas forcément en trou noir, parce que ces étoiles tellement énormes peuvent ne rien laisser derrière elles quand elles explosent. C'est des supernovas assez particulières, qu'on appelle par instabilité de paire. Et donc, c'est une Wolf-Rayet, un peu comme Eta Carina. Et alors, depuis, on a remesuré, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un amas, l'amas R136 dans la Tarentule, et qu'il y avait plusieurs étoiles gigantesques comme elle. Oui, je suis assez d'accord, Blandine. L'univers se fout des limites que les physiciens et les mathématiciens essayent de placer. Hein. Et justement, il nous apprend à bouger ces limites en permanence. Mais nous, on place des limites parce que c'est comme ça que nos théories fonctionnent. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un peu plus d'étoiles qu'imaginaient initialement. Et donc, ça avait faussé les mesures. Mais elle fait au moins 180 masses solaires pour l'instant. Donc, c'est assez incroyable. Et si on s'éloigne, on voit l'amas dans lequel elle se trouve. Alors, le concepteur du logiciel a voulu nous mettre un trou noir au milieu. Je précise qu'il est procédural, ce trou noir, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on ne l'a pas repéré. Mais il est absolument légitime d'imaginer qu'il puisse y avoir un trou noir là-dedans. C'est-à-dire que ça serait même carrément stupéfiant qu'il n'y ait pas de trou noir à l'intérieur de cet amas. Il n'y a aucune raison. Évidemment qu'à l'intérieur de cet amas, le centre de masse attire la matière, et donc il y a des étoiles et de la matière d'étoiles qui va se concentrer au centre. Et voilà, on peut tout à fait imaginer que il y a une étoile d'une masse suffisante qui s'est effondrée, qui a formé un trou noir, et ce trou noir a amassé la matière qui s'y trouvait, et voilà. Alors par contre, il lui a mis une masse un peu extraordinaire, de, je sais plus, 10 000 masses solaires, je crois, 100 000 masses solaires. Bon, là par contre, ça existe, hein, mais ça serait un peu plus, on va dire, sensationnel comme découverte. Voilà. Pas du tout impossible, mais sensationnel. Parce que les trous noirs de cette masse-là, qu'on appelle des trous noirs intermédiaires, en fait, on les recherche. On en connaît assez peu. On connaît beaucoup de petits trous noirs de 5, 10, 20, 30 masses solaires. Beaucoup de trous noirs supermassifs de 4 millions, 10 millions, 10 milliards de masses solaires. Mais très peu dans la plage qui va de 1000 à 100 000 masses solaires. Ça, c'est un problème pour astrophysiciens. Donc, on peut quitter notre nébuleuse de la Tarentule pour retourner, et son étoile gigantesque R136A, pour retourner voir notre belle Voie lactée. Donc on va quitter aussi le nuage de Magellan, et voilà, derrière nous, là-bas, on a notre Voie lactée qu'on va retourner voir. Hop. Donc, si on prend une nébuleuse proche de nous, pouponnière d'étoiles également, on peut évidemment penser à la Carène. Donc cette magnifique nébuleuse, imagée également par le James Webb récemment. Alors voilà, on la voit plutôt comme ça ou comme ça en général. Ouais, la Carène, on la voit plutôt comme ça, il me semble. Voilà. Donc celle-ci, elle est plus modeste. Hein. Elle fait dans les 200 années-lumière de diamètre environ. Elle contient également une étoile de Wolf-Rayet très 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 massive qui est Eta Carina, sur laquelle on peut zoomer aussi rapidement. Voilà, même si on l'a très souvent vue. Elle est ici. Tac. Avec sa propre nébuleuse. Hein. Eta Carina est tellement gigantesque qu'elle a créé sa double totote là, autour d'elle. Donc une nébuleuse bilobée, qu'elle-même crée parce qu'en fait elle est tellement massive et chaude que la pression qu'elle inflige, la pression de chaleur qui vient de son cœur et se dirige vers ses couches externes est telle qu'elle se fait exploser elle-même en fait. C'est cette pression de radiation qui déforme cette étoile et donc la fait
voilà, perdre ces couches externes par à-coup. Il y a encore de quoi faire naître des milliers et des milliers d'étoiles là-dedans. Et donc on voit ces nuages noirs. Et en fait, ces nuages noirs, ils sont très très intéressants. Si on reprend notre vision voilà, de loin comme ça, hop, j'ai tourné autour. Tac. Je vais vous montrer alors quelque chose qui est assez peu connu des non-spécialistes, on va dire. Alors pour ça, je vais devoir augmenter la visibilité des nébuleuses. Hop. Pardon. Voilà. Alors, il va y avoir une tache verte qui va apparaître. Voilà. Alors je ne sais pas d'ailleurs pourquoi le logiciel nous la met verte, parce que vous allez voir que c'est pas vert du tout quand on s'en approche. À propos de la carène, je ne sais pas, Hubble l'avait déjà photographié. Oui, alors tout à fait, tout à fait. Hubble et le James Webb, alors bon, je peux la montrer effectivement. Je crois que j'étais le chercher, je vous l'avais montré, voilà. Ici, copier, tac. Hop, voilà, ça c'est la dernière image de la carène qu'on a eue. En infrarouge, qu'on a appelé les falaises cosmiques. Donc c'est une petite partie de la nébuleuse de la Carène. Non, effectivement, on ne peut pas s'en lasser, hein. Surtout ce niveau de détail est complètement fou. Et d'ailleurs, bon, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais je vous le dis maintenant, ces photos, et c'est pour ça que je voulais vous montrer le spectre électromagnétique, etc. Souvent, quand je travaillais au planétarium, là, que je faisais des visites, que je montrais des tableaux et autres d'images nébuleuses, on me disait, mais c'est des vraies couleurs. Et c'est vrai que les gens ont un peu du mal à comprendre ça, peut-être parce qu'on ne l'explique pas très bien d'ailleurs. En réalité, oui, ce sont des vraies couleurs, mais non, ces photos ne sont pas faites en couleur au départ. C'est assez étrange, mais en réalité, c'est des photos qui sont prises en noir et blanc. Alors j'avais choisi un exemple avec Orion. Tac, voilà. Donc là, on a une partie d'Orion, vous allez voir en haut à droite. Voilà. Et en fait, elle est prise comme ça c'est la NIRCam du James Webb. Elle est prise en noir et blanc. Et en fait, ensuite, grâce à la spectrométrie, on va coloriser. Par exemple, on sait que voilà, l'hydrogène va apparaître rouge quand il est éclairé par les étoiles. L'oxygène va apparaître plutôt vert. Le bleu, alors ça peut être une partie de l'oxygène ou une partie de l'hydrogène dans un état particulier qu'on appelle l'hydrogène bêta. Voilà, on sait que ce sont des vraies couleurs, notamment quand on fait des photos sans aucun retraitement, donc des photos couleurs nous-mêmes, je ne parle pas de Hubble, quand on fait des photos couleurs nous-mêmes en tant qu'astronome, astrophotographe, enfin quand je dis nous, moi je ne suis pas astrophotographe, hein, je fais que regarder, mais les astrophotographes qui font des photos, sans traitement pour ajouter des couleurs, ont déjà des couleurs dans leur nébuleuse, parce que voilà, ces gaz diffusent une lumière visible, une couleur visible. Enfin une couleur en lumière visible. Mais les satellites, les télescopes spatiaux prennent les photos en noir et blanc et ensuite par retraitement, des gens dont c'est le métier donnent les couleurs, les vraies couleurs à certaines parties des nébuleuses. Est-ce que c'est des couleurs que nous pouvons voir ? Oui, Blandine, voilà, je te réponds, hein, la nébuleuse d'Orion. Moi, c'est ce que je vous disais la dernière fois, quand j'étais dans le Ventoux, donc une petite montagne vers chez moi, il n'y a pas très très longtemps, enfin en automne. Je me suis surpris à voir la nébuleuse d'Orion dans mon télescope avec du vert. Voilà. Mais j'avais pas bu. C'est une couleur qu'on peut vraiment voir, quoi. On peut la voir vert-bleu, en l'occurrence c'était plutôt vert. Voilà, sans aucun filtre, sans rien. Absolument. Alors on a moins de détails évidemment que quand on fait ce travail-là, mais ces couleurs existent, tout à fait. Donc ce que je veux vous montrer, c'est ce qu'on appelle un globule de Bock. C'est pas un très joli nom, mais vous allez voir, c'est assez étonnant. Et là,
normalement, vous êtes en train de vous dire, bon là, il yoyote complètement, il n'y a rien à voir. Et ben, en fait, il n'y a pas rien à voir, hein. Regardez, si je passe par-dessus les étoiles ou par-dessus la Voie lactée, vous voyez bien qu'il y a un truc. Il y a un gros nuage noir. Et ce nuage noir, il est assez connu. Je peux vous en montrer une photo en infrarouge, justement. Alors, on voit à travers ce nuage noir. Donc, c'est pas ce qu'il y a dedans, hein. C'est ce qui est au travers. Voilà, d'ailleurs, on reconnaît sa forme, même si on n'est pas orienté pareil. Oui, ou un petit sac. On voit les étoiles qu'il y a derrière, donc il obscurcit la lumière de milliers d'étoiles, là. Donc là, c'est en infrarouge, hein, qu'on passe à l'intérieur, d'où l'intérêt voilà, des infrarouges, par exemple. Ça passe à travers la poussière cosmique. Et alors, ces globules de Bock, c'est là-dedans, enfin, c'est là-dedans. C'est un des endroits où les étoiles vont naître. Dans les nébuleuses région H2, les étoiles peuvent naître soit dans des grands filaments qui s'étirent, emmenés par la proto-étoile qui compriment le gaz à l'intérieur du filament. C'est pour ça qu'on voit très souvent dans ces grandes nébuleuses des filaments qui partent dans toutes les directions. À l'intérieur, il y a des étoiles en train de se former et de torsader la poussière et le gaz. Ou alors, on peut avoir ces petites poches noires, enfin noires parce qu'elles bloquent la lumière, elles sont très denses, dans lesquelles la température est descendue très 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 bas. Mais alors quand je dis très très bas, c'est à 3, 4, 5 Kelvin. C'est-à-dire moins 270 degrés environ, Celsius. Et en fait, il est nécessaire que dans les nébuleuses, ces températures descendent aussi bas pour justement que la gravité fasse son œuvre et permette au gaz de se comprimer. Parce que s'il y a un peu de chaleur, ça veut dire qu'il y a un peu d'agitation thermique, ça veut dire qu'il y a une direction, enfin des directions en fait, aux atomes et aux molécules. Et c'est pas bon, il faut qu'il y ait une direction privilégiée pour que la gravité l'emporte, c'est vers le centre. Donc du moment que tout se balade n'importe comment à cause de l'agitation thermique, il ne peut pas y avoir d'effondrement gravitationnel et de naissance d'une étoile. Donc voilà, ces globules sont à des températures très très basses, et celui-ci typiquement, il fait 2 masses solaires. Donc il est tout petit en fait, hein, et il va soit y avoir une étoile comme le Soleil qui va se former là-dedans, soit des naines rouges, quoi, des petits machins. Mais il n'y a certainement pas une Eta Carina qui va naître à l'intérieur de ça. Donc voilà l'histoire du petit globule de Bock. Alors il s'appelle Barnard 68, hein, du nom de Barnard, ce célèbre astronome qui a découvert l'étoile de Barnard, etc. etc. Alors, on peut... Tiens, je vais vous montrer 2-3 autres nébuleuses très, très différentes, et ensuite on ira voir le ciel de ce soir au sol pour essayer de voir que ces nébuleuses, on peut les voir en fait avec un télescope, où elles se situent, etc. Alors rapidement, je vais vous montrer, tiens, puisqu'on est dans les températures glaciales, on va aller voir un objet astronomique, une nébuleuse, qui est une curiosité, qui s'appelle la nébuleuse du Boomerang. Alors c'est pas la plus belle, clairement. C'est pas la plus moche non plus, hein, comme dans la chanson avec Léa. Mais en fait, donc c'est une nébuleuse bilobée, hein, 2 lobes. Alors il paraît même que c'est pas vraiment une nébuleuse planétaire, c'est une proto-nébuleuse planétaire, c'est-à-dire que dans quelques centaines d'années, ou milliers d'années, l'étoile qui est à l'intérieur... oui, tu connais la chanson de... Ah, son nom m'échappe. Enfin bref. Léa, elle est pas belle, elle est pas moche non plus. Voilà, bref, quelqu'un retrouvera sur le chat le nom de ce... Louise Attaque, merci. Merci, Space Lorenzo. Double... Ouais, voilà, c'est ça. Oui, un double lobe. En fait, il y a beaucoup de nébuleuses planétaires qui sont comme ça, hein, ou même autour... ou même d'étoiles encore vivantes. Donc ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire... D'où l'intérêt de rétablir encore la justice des mots, hein. Je disais tout à l'heure que les astronomes ont appelé nébuleuse un peu tout ce qu'ils voyaient qui était un petit peu nébuleux, justement, c'est-à-dire un peu diffus. En fait, ces nébuleuses planétaires n'ont rien d'une planète. C'est juste que la plupart des premières découvertes
au télescope apparaissait plutôt ronde et rappelait la forme d'une planète. Donc les astronomes ont appelé ça des nébuleuses planétaires. Mais en réalité, ce sont des étoiles d'une masse à peu près comparable au Soleil, en gros de moins de 8 masses solaires, et qui vont, pour la plupart, finir leur vie en naines blanches et ont expulsé les couches superficielles de leur enveloppe de gaz autour d'elle, dans l'espace. Et c'est ce que vous voyez là. Alors, elle, ce qu'elle a de spécial, c'est que elle expulse, cette étoile, ces gaz à des vitesses assez impressionnantes de plus de 500 000 km/h. Oui, 500 000 km/h, c'est-à-dire plus de 100 et quelques kilomètres secondes, il me semble. Et en fait, ça en fait l'objet connu le plus froid de l'univers. C'est complètement dingue, mais la température de cette nébuleuse est de 1 Kelvin. C'est-à-dire qu'elle est plus froide que la température moyenne de l'univers, qui n'est que de 3 Kelvin et demi environ. Elle est plus froide que tout le reste dans l'univers. Pourquoi ? À cause du phénomène du frigo. En fait, ces gaz s'expandent tellement vite qu'ils refroidissent énormément. C'est ce qu'on appelle la détente adiabatique. C'est comme ça que fonctionnent les frigos, avec du gaz un peu chaud en toute petite quantité qu'on diffuse très vite dans tout le volume du frigo. Et si vous avez un petit centimètre cube de gaz à 20 degrés par exemple, et que vous l'expandez pour qu'il occupe, j'ai une bêtise, 2 mètres cubes, et ben sa température va drastiquement baisser, exactement comme la température d'une pièce de, je sais pas moi, 50 mètres cubes avec un petit chauffage à 30 degrés. Si vous mettez ce même petit chauffage 30 degrés à la même température dans une pièce de 500 mètres cubes, sa température va beaucoup baisser. C'est vraiment un peu le même principe, on va dire, mais avec l'expansion des gaz à des vitesses très élevées. Donc voilà, les gaz de cette nébuleuse s'expandent tellement vite que ça fait baisser sa température et elle est plus basse que la température de l'univers tout autour. Elle s'appelle la nébuleuse du Boomerang. Alors je vais vous en montrer une très bizarre, tiens, parce qu'il n'y a pas que des nébuleuses jolies. Il y en a une, ah bah oui d'ailleurs tiens, attendez, il faut que je trouve son numéro. Parce que si je le mets en français, ça va pas marcher. Voilà. Alors, elle a un autre nom bizarre, c'est Calabash Nebula. Alors, je sais pas si vous allez trouver son nom. Bah non, vous n'allez pas trouver son nom, je suis bête, parce que c'est pas par rapport à sa forme qu'on l'a appelée comme ça, on dirait un hocher. En fait, elle est remplie de soufre, cette nébuleuse. Du coup, les astronomes l'ont appelée la nébuleuse de l'œuf pourri. Voilà. Tout n'est pas non plus romantique dans l'astronomie. Allez, un petit rémanent de supernova, ce qui reste d'une supernova, alors un très beau rémanent. Cassiopée A, donc dans la constellation de Cassiopée. Donc ça, voilà, c'est ce qui nous reste donc c'est ce qu'on appelle une supernova de type 2, c'est-à-dire que c'est une étoile qui a d'elle-même explosé, elle n'a pas été aidée par une copine, comme c'est le cas parfois entre les naines blanches et les géantes rouges, les naines blanches volant la matière des géantes rouges jusqu'à se faire exploser. Là non, c'est a priori une étoile d'une grande masse, peut-être 10, 12, 13 masses solaires, qui a explosé d'elle-même autour de 1600 et quelques. J'ai plus la date en tête. Tiens, voyons, je vais essayer de la retrouver. Je crois qu'on ne sait pas précisément. Voilà, on pense qu'elle est de 1667, mais on n'est pas certain. Et on n'a d'ailleurs pas retrouvé le résidu d'étoile. On pense qu'il devrait y avoir une étoile à neutrons autour, mais on ne l'a pas encore découvert. Elle est jolie quand même. Et elle est là modélisée. Bah ouais, c'est étonnant, Simon, personne ne l'a vue à l'époque. Je crois que, en fait, on n'a pas de... Comment dire ? On n'arrive pas à être certain du moment de son apparition. On sait qu'elle était visible à une certaine époque, mais on n'arrive pas à dater le moment où elle est apparue dans le ciel, en fait.
Donc c'est peut-être 1666, 1667 ou 1680. Voilà, c'est dans ces 3 années-là. Voilà, je lis rapidement. Ouais, non, on n'a pas pu dater précisément, c'est assez étonnant, mais ça revient un peu à ce dont on avait discuté dans la petite conférence qu'on avait fait ensemble, hein. C'est que là, on est dans l'hémisphère nord, du coup, voilà, côté nord avec Cassiopée en plus. Si les Chinois l'ont pas noté, à l'époque, on était 1609 encore un petit peu dans le dogme, hein. On est après, je veux dire, on est après 1609, mais on est encore un petit peu dans le dogme. Pourtant, ouais, il y avait quand même pas mal d'astronomes en activité, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez étonnant. Euh, alors, on va aller se poser sur Terre maintenant. « 1680, c'est quand t'étais petit. Et tu l'as pas vu, toi, en Suisse? Enfin, t'es dans l'hémisphère nord. Alors, voilà notre ciel. Alors là, le truc, c'est que, évidemment, avec toutes ces nébuleuses, on ne le reconnaît plus du tout. Voilà notre ciel à quelle heure 21h30. Donc ouais, c'est à peu près le ciel de maintenant. Donc si je fais apparaître nos constellations, ben voilà, on reconnaît qu'on a, comme souvent en ce moment, hein, vu que je montre le ciel du moment, on a côté sud, on a Orion, on a le Grand Chien, on a la Licorne. Si on part un peu plus par là-bas, on va finir par arriver vers Cassiopée et tout ça. Et donc, là, à l'œil nu, la seule nébuleuse qu'on peut voir, c'est la nébuleuse d'Orion. Tiens, d'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous montrer un truc assez génial dans la Tarentule, bah, je le ferai peut-être pour terminer. Mais en même temps, ça m'embêtait de le montrer au début, parce que ça cassait un peu le narratif. Donc c'est bien, on le fera à la fin, c'est très bien. On voit donc la nébuleuse d'Orion, qu'on peut apercevoir à l'œil nu, hein, et à l'œil nu, c'est tout. Donc on est vraiment dans voilà, le visible-invisible dont je parlais au début, parce que, en fait, voilà toutes les nébuleuses qu'on peut voir avec un télescope. Alors on a ici, par exemple, la Rosette. On a ici l'œuf pourri, Calabash. On a le casque de Thor. On en a plein, quoi. Le spirographe, tiens, celle-là, je la connaissais pas. Le rectangle, vous voyez, des fois, on s'embête pas bien. Là, on a un rémanent de supernova, du crabe. On en a vraiment plein, 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 plein. On a, tiens, celle-ci qui est très belle, je voulais vous montrer aussi. Alors, cette nébuleuse planétaire, elle a une petite histoire. Je vais vous montrer d'abord la photo. Non, je vais vous montrer d'abord ma version, parce que la photo est plus jolie. Je vous montre la version de mon logiciel. Donc, on l'appelle l'Esquimau. Parce qu'on a trouvé que ça faisait penser à une parka avec une tête à l'intérieur. Alors peut-être que c'est pas évident là, mais ça le sera plus sur la photo de Hubble. Donc on a une naine blanche, hein, qu'on voit d'ailleurs assez bien, hein, c'est le point blanc. D'ailleurs quand on la regarde au télescope, c'est assez amusant parce que il y a un truc qui est important pour les astronomes, c'est ce qu'on appelle la vision décalée, c'est-à-dire que certains des objets qui ne sont pas les plus brillants, il ne faut pas les regarder de face, il faut les regarder un peu de biais pour les voir mieux. Et en fait, cette naine blanche, elle apparaît vraiment quand on la regarde en vision décalée, quand on ne la regarde pas de face. Si on regarde à côté, elle se met à briller beaucoup plus parce que nos bâtonnets réagissent mieux dans les yeux. Donc voilà, c'est une nébuleuse dite planétaire. Je vous montre la version de Hubble. Voilà, elle est un peu plus jolie, hein, on va pas se mentir. Et on reconnaît encore une structure qu'on avait vue dans la nébuleuse Helix du Verseau, qui sont ces filaments orange, qu'on appelle des structures cométaires. Alors, ce n'est pas forcément vraiment des comètes, mais ça y fait énormément penser, parce que ce sont des filaments qui peuvent atteindre une année-lumière ou une demi-année-lumière, et qui, voilà, qui se forment dans certaines de ces nébuleuses. Alors, moi, ça fait quoi, 50 minutes qu'on a commencé? Bon, bah, c'est très bien.
Je vous montre peut-être Antares, dont je vous ai parlé, et après, ou alors on fonce directement... allez, on va foncer directement peut-être dans Orion. Alors, la fameuse nébuleuse d'Orion, donc si on zoome... Voilà. Au télescope, on verrait ça avec un peu moins de couleurs, un peu moins de détails. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à un moment donné, on va se rapprocher d'elle parce que, en fait, je m'étais toujours posé la question, comment est-ce qu'on se serait développé, nous, en tant qu'êtres humains, si notre planète était placée beaucoup plus près de la nébuleuse d'Orion? Parce que vu qu'on peut la voir à l'œil nu le soir, très bien en jumelles, si on était à quelques dizaines d'années-lumière, peut-être qu'on la verrait en plein jour. Peut-être que, imaginez avoir ça dans le ciel, qui occupe une grande partie du ciel, je veux dire, ça serait quelque chose d'incroyable pour le développement d'une civilisation. Donc qu'est-ce que ça donnerait si on était quelque part là-bas dedans? Je me propose d'aller le faire. Donc on va décoller. Voilà, on quitte notre bonne terre et notre belle atmosphère. Alors en fait, j'ai trouvé une planète. On n'a aucune idée si elle existe vraiment, hein, bien sûr. Elle est placée là de manière artificielle, on va dire. Mais on va aller se mettre dessus. Cette planète, elle est à environ 50 années-lumière de la nébuleuse d'Orion. Là, on n'est plus qu'à 500 années-lumière de la nébuleuse d'Orion. On voit au-dessus la nébuleuse de la Flamme, puis la nébuleuse Tête de Cheval. Oui, c'est ça, Blandine, c'est ce qu'on appelle du procédural. Et nous voici tout près de la nébuleuse d'Orion. Et donc, voilà, alors je le redis, hein, pour ceux qui verraient ces vidéos pour la première fois, je vais quand même présenter la nébuleuse d'Orion. Elle fait environ 25 années-lumière de diamètre. Elle contient en matière, en masse, environ 2000 soleils, sous forme de gaz. À l'intérieur, ici, là, alors je ne sais pas si vous le voyez là, tiens, peut-être que je peux zoomer. Voilà. Là, vous voyez peut-être 4 petits points dans cette région-là de la nébuleuse. Voilà, ici, là, qu'on appelle le trapèze d'Orion, qui sont 4 bébés étoiles qui ont, d'ailleurs, tiens, c'est rigolo, c'est le même âge que R136A, qui ont 300 000 ans, soit l'âge d'Homo sapiens, l'âge de notre espèce environ. C'est aussi l'âge estimé de R136A, l'étoile supragéante que je vous ai montrée au début, là, dans la nébuleuse de la Tarentule, dans la grande... dans le grand nuage de Magellan. Là, on a des étoiles qui ont le même âge, alors qu'elles sont beaucoup moins massives, hein. Elles font une vingtaine de masses solaires environ. Et elles sont visibles dans un petit télescope, et c'est le genre de bijou que les astronomes amateurs adorent observer. Moi, c'est l'un des premiers trucs que j'ai pris plaisir à observer. Donc là-dedans, il y a beaucoup d'étoiles en train de se former. C'est véritablement une pouponnière d'étoiles. C'est d'ailleurs la pouponnière d'étoiles considérée la plus proche de notre planète, hein. Il y a des régions H2, c'est-à-dire des régions dans lesquelles les étoiles se forment, mais ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles, c'est-à-dire des endroits où les étoiles se forment quand même à une assez belle cadence, c'est celle qui est considérée la plus proche. Alors j'ai trouvé, là on est à quoi? On est à 40 années-lumière, bah voilà, ça correspond à peu près à la distance à laquelle j'ai trouvé cette planète. Qu'on va aller voir. Voilà. Donc là on est sur une exoplanète qui n'a pas été réellement découverte, mais
dont on peut absolument penser qu'il existe une réplique quelque part autour de la nébuleuse d'Orion, hein, c'est une obligation statistique, il y a forcément une exoplanète rocheuse qui se trouve à environ 50 années-lumière d'Orion. Il y en a même obligatoirement des dizaines et des dizaines. Et bah regardez, voilà, je me tais. Imaginez si sur la Terre, on avait quelque chose comme ça, qui pouvait apparaître dans la nuit. Imaginez surtout des hommes préhistoriques qui verraient ça dans le ciel. Voilà. Moi, là, je me dis, ben, pour ceux qui connaissent, on serait dans un Lovecraft, un truc comme ça. Il faudrait lui donner un nom à ce dieu, déjà. Hein, ça aurait un nom, forcément. La grosse chose de la nuit. Ouais, hein, c'est assez impressionnant. Mais, en fait, le plus dingue, c'est qu'on la verrait aussi le jour. Alors, là, au niveau luminosité, c'est pas hyper bien simulé par le logiciel. Donc, je vais devoir tricher un peu. Enfin, on la devine encore. On la devine encore. Mais je trouve que c'est quand même pas assez. Oula, pourquoi il m'a mis ça lui voilà, je vais forcer un peu le trait parce qu'à mon avis, on la verrait beaucoup plus que ça. On la verrait, je pense. Voilà, à peu près comme ça. On aurait ça en plein jour dans le ciel, tout le temps. Comme, ouais, un nuage, mais un sacré nuage, quoi. Je veux dire, un nuage dont on verrait bien, même sans aucune connaissance astronomique et scientifique, que ce nuage n'est pas comme les autres nuages. Déjà, il serait là, voilà, comme tu te dis, en permanence. Donc, il serait pas emporté par les vents. On comprendrait que c'est un astre, quoi. On comprendrait qu'il ait quelque chose à voir avec les lunes, dont on peut en voir une, là, avec le soleil, etc. Donc, ça serait un genre de dieu, quoi. C'est une évidence. Enfin, ça, pour moi, en tout cas, c'est une évidence. Et voilà, il ferait vraiment partie de la culture de cette planète, ce nuage-là. Donc là, on est voilà, à 50 années-lumière d'Orion. Alors, vivement qu'on va Andromède, pareil, ouais, elle est bien bonne, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison, Space Lorenzo, que dans 4 milliards d'années, même un peu moins, hein, 2 à 3 milliards d'années, Andromède sera assez proche pour qu'on la voit dans le ciel en plein jour. C'est vrai. Malheureusement, il n'y aura plus une seule bactérie sur Terre, probablement à ce moment-là. Mais c'est juste, en effet. Alors, je vous avais trouvé aussi une autre planète proche de la Tarentule. Et vous allez voir... alors, cette planète, elle est aussi procédurale parce que... alors, il ne sera pas vraiment en géante rouge dans 2 milliards d'années. Simon, on me dit sur le chat qu'on la verrait en plein jour avec le Soleil en géante rouge. C'est une bonne remarque, mais dans 2 milliards d'années, le Soleil ne sera pas encore une géante rouge et Andromède sera quand même sacrément proche de la Terre. Donc, on peut imaginer qu'elle sera... Alors, honnêtement, je n'ai pas fait les calculs. Hein. Je pense que toi, tu pourrais les faire. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques millions d'années pendant lesquelles Andromède sera visible en plein jour, alors que le Soleil ne sera pas encore une géante rouge. J'aurais pu, hein, quand j'étais en fac, mais j'ai un peu perdu la main, j'avoue. J'aurais galéré, j'aurais passé la journée, mais j'y serais arrivé. Donc voilà, je vous ai amené sur une autre planète procédurale. Alors pareil, cette planète, on ne la connaît pas uniquement parce que c'est trop loin et qu'on a bien assez à découvrir 5500 exoplanètes environ aller pour la majorité à 2000 années-lumière autour de la Terre. Là, on est dans le grand nuage de Magellan, donc on est en dehors de notre galaxie, c'est pas du tout un lieu privilégié de recherche d'exoplanètes, mais clairement, il y en a là-bas. Alors celle-ci, elle est assez rigolote parce que, voilà, vous voyez, elle a un système d'anneaux assez incroyable, mais pas que. On va se poser dessus. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisi. Donc on est en plein jour. Voilà. Ils doivent flipper les indigènes là-bas, quand même. Hein.
Et, alors c'est marrant que tu m'aies parlé de voir Andromède en plein jour, parce que justement, on va faire... alors en plein jour, je crois en plus qu'on peut... Mais on va d'abord faire la nuit, et ensuite on verra. Donc voilà, en pleine nuit, c'est complètement dingue. On a Andromède en plus qui se lève, mais c'est pas tout. On va prendre un petit peu plus de champ. Regardez ce qui est en train d'apparaître. Vous la reconnaissez? Alors je mets plus de champ, ça déformera un tout petit peu, hein, mais voilà. Alors d'un côté on a des anneaux, on a la tarentule, donc cette région de formation d'étoiles, et surtout on a nous. On a notre superbe Voie lactée. Alors je pense que je peux baisser un peu le... Voilà. Ça sera plus réaliste. Alors je laisse les nébuleuses que j'avais affichées, là, qui sont dans la région où on habite de la Voie lactée, parce que je trouve ça sympa qu'on se dise... ouais, je trouve ça sympa qu'on se dise, bah voilà, nous on est là-bas, quoi. Nous on est vraiment au milieu de ces taches rouges qui sont en bas de la Voie lactée, du bras d'Orion de la Voie lactée. Et donc on a la nébuleuse de la Tarentule dans le disque du Grand Nuage de Magellan. Alors pour être très précis, le nuage de Magellan est peut-être moins aplati que ça. Il est un peu plus irrégulier, donc probablement que ça ne serait pas une grande droite comme ça, mais bon là on pinaille. On a les anneaux de la planète, avec l'ombre de la planète. Et puis on a, nous, la Voie lactée. Voilà, alors est-ce que j'ai oublié des choses sur ce que je voulais vous montrer? Oui, peut-être on peut revenir chez nous et terminer là-dessus, parce que je vous avais dit que je montrerai, donc ça peut être sympa. La version de Space Engine de la nébuleuse d'Antares. En fait, on est dans la banlieue de la Voie lactée. Non, pas vraiment. C'est que, en fait, les bords. Simon sur le chat me dit on est dans la banlieue de la Voie lactée. En fait, là, comme il y a quand même l'atmosphère qui est relativement lumineuse, on voit que les parties les plus brillantes du disque de notre galaxie. Donc, la périphérie, où il y a moins d'étoiles que vers le centre, brille moins. Du coup, c'est juste pour ça, Simon, qu'on a l'impression d'être au bord. Voilà, dans le noir de l'espace, on voit bien qu'on est vraiment à mi-chemin du bord et du centre. On est, voilà, Mais après, oui, c'est la banlieue quand même. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas le centre-ville, quoi. Le centre-ville, c'est là où il y a le bulbe, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on peut retourner un petit coup chez nous. Voilà. Retournons à la maison. Hop. Alors là, c'est très très lumineux. On va baisser un tout petit peu. Et là aussi. Voilà. Allez, tac. Donc voilà, notre belle planète. Et donc, en hiver, on a Bételgeuse, hein, cette étoile de 1000 masses solaires qui est dans Orion. Et en été, on a l'opposé sur la voûte céleste, parce que dans la mythologie, Orion, ce chasseur, il avait un ennemi, hein, c'était le scorpion. Donc Zeus les avait placés à l'opposé sur la voûte céleste pour qu'ils ne se rencontrent jamais. Et c'est assez amusant parce qu'il y a deux étoiles qui sont très semblables dans chacune de ces constellations. Bételgeuse, une super géante rouge, dans Orion, qui fait 1000 pardon, pas masse solaire, 1000 fois le diamètre du Soleil, une dizaine environ de masse solaire. Et à l'opposé, sur la voûte céleste, le Scorpion, qui lui possède son étoile principale, s'appelle Antares, et c'est aussi une super géante rouge. Alors elle est un peu moins grande, elle fait environ 600-700 fois la masse du Soleil. Et voilà, on la voit en hiver. Donc voilà, et là il y a Orion, du coup il faut aller vraiment à l'opposé.
Voilà, le Scorpion. Scorpion qui est d'ailleurs, au passage, une des plus vieilles constellations de l'humanité, avec la Vierge, qu'on appelait l'Épi à l'époque des Babyloniens, etc. Et qu'on retrouve dans toutes les civilisations qu'il avait dans le ciel, ce Scorpion. Ils ont tous fait une constellation avec quasiment les mêmes étoiles. Et même, rappelez-vous, Vaiana, je pense que vous l'avez vu, hein, certains l'ont vu, ceux qui ont des enfants en tout cas l'ont vu, ceux qui ont moins de 50 ans l'ont vu quand ils étaient plus jeunes. Vaiana, elle suit une constellation, qui est la constellation de l'hameçon. Hein, rappelez-vous. Et bien cet hameçon, c'est le Scorpion. Et voilà, ces peuples marins avaient des constellations qui étaient en rapport avec leur pratique, et donc ils avaient une constellation d'un genre de radeau, ils avaient un hameçon, etc. Donc, je vais vous montrer. Tu es trop jeune. Et donc, je vais vous montrer cette très jolie nébuleuse, la nébuleuse d'Antares, qui est aussi la nébuleuse Rho-Ophiuchi. Tiens. Hop. Alors c'est assez drôle, hein. En parlant de souvenirs d'enfance, moi ça me rappelle un logo d'une console de jeu, figurez-vous. C'est marrant, j'ai pas pensé à vous la mettre en image là pour vous montrer. Tiens, on va voir sur le chat s'il y en a qui voient de quoi je parle. Peut-être c'est que dans ma tête, hein. Mais il y avait une console de jeu qui était vraiment une console légendaire quand j'étais gosse, qui avait, alors pas exactement ces couleurs, mais cette forme rappelle énormément ça. Est-ce que quelqu'un voit? En attendant, on fait courir le jeu. En attendant, je vous remontre la photo de cette très très belle constellation et je vous en parle rapidement et puis on terminera là-dessus. Ah non, pas Atari. Non, bah alors peut-être c'est dans ma tête. Non, de la Super Nintendo. Voyons. Allez, je tape quand même pour vérifier. Super Nintendo logo. Ah si, il y a un petit quelque chose quand même. Hein. Si, si vous tapez Super Nintendo, vous verrez, il y a vraiment un petit quelque chose quand même. Donc, voilà. Voilà cette nébuleuse. Donc avec la nébuleuse d'Antares, la nébuleuse de Rho-Ophiuchi en bleu. Donc Antares, elle est en orange, hein, éclairée par la lumière orangée de la supergéante rouge. Rho-Ophiuchi qui est à droite sur l'image, donc qui elle est plutôt une étoile de type O, j'imagine, bleutée, qui est claire en bleu. En bas, on a quelque chose qui ressemble plutôt à une région H2. Et puis on a la nébuleuse obscure entre les deux, hein, des nuages de poussière qui obscurcissent complètement les étoiles qu'il y a derrière. Et voilà, dans lesquelles on peut supposer que des étoiles vont se former. Et donc, voilà, on va zoomer un petit peu dedans et puis on va terminer là-dessus. On peut aller, tiens, se faire un petit truc sympa, on peut aller se trouver une planète là-dedans et puis terminer là-dessus. Alors, je vous laisse choisir la nébuleuse Antares, la nébuleuse Rho-Ophiuchi ou la nébuleuse plutôt violette. Dans quoi est-ce que vous voulez qu'on aille pour finir? Je vous laisse voter. Le premier qui parle a raison. Le premier qui écrit, quoi. Tic-tac, tic-tac. Qui va prendre son clavier? La violette. Je me doutais. Alors, j'avais pas forcément prédit que ça serait toi, Simon, mais je me doutais, j'aurais aussi choisi la violette. Alors, il semble qu'il y a une étoile toute désignée qui s'appelle... Non, qui s'appelle pas Milky Way, pas du tout. Hop. Alniate du Scorpion, une géante bleue, une étoile quadruple. Très bon choix. Alors, est-ce qu'elle est assez à l'intérieur? Ah non, elle n'est pas assez à l'intérieur. On va s'en prendre une qui est plus dedans quand même. Une naine jaune, bah tiens. Je rappelle que notre Soleil est une naine jaune. Alors elle est vraiment en plein milieu, donc c'est cool. Alors on peut prendre une planète la plus en périphérie, une rocheuse si possible.
qu'est-ce qu'on a ici peut-être? Un astéroïde. Et là, on a Subquaria frigide et aride. Bon, c'est très bien ça donne envie. On va aller se poser là-dessus, voir à quoi ça ressemble. La carte graphique qui commence à fatiguer, on dirait. Alors, est-ce qu'on est trop loin de la nébuleuse pour vraiment en profiter? Je pense pas, hein. Je pense que le bleu, c'est la nébuleuse. Il semblerait qu'on ait même des aurores. Ah, bah c'est pas mal, écoutez. C'est pas mal. On a la Voie lactée, des aurores, une petite atmosphère. Et bah oui, on profite un peu du violet quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour un choix arbitraire de quelques secondes, je trouve qu'on s'en sort bien. Voilà. Et ici, on a la nébuleuse Antares. Bon, on s'en sort très très bien. Voilà, ça sera notre image de fin. Donc voici notre petit voyage dans les nébuleuses qui s'achève. Je crois que voilà, hein, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous montrer. On est allé dans Orion, on a vu des nébuleuses un petit peu délirantes, on a parlé des globules de Bock. Ouais, j'ai fait à peu près ce que j'avais noté. Donc moi ça me va, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci encore à vous, merci aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube. Je suis assez surpris, ça fonctionne bien. La vidéo sur les étoiles géantes est à quasiment 4000 vues. On a quasiment 10 000 vues sur les quelques vidéos qu'on a faites depuis le début. Plein les yeux, oui, c'est amusant, Blandine. Tu te rappelles ou pas? C'était le nom de la deuxième vidéo qu'on a fait, hein, Plein les yeux dans l'univers. C'est la première que j'ai vue qui a commencé un petit peu à plaire. Elle a plus de 1000 vues aujourd'hui. C'est la deuxième qu'on a mis sur YouTube. Bien vu. Merci à tous. Alors, petit rappel quand même, la semaine prochaine, on revient sur le jeudi. Alors, ça sera les vacances. Est-ce que je fais une pause ou pas? Je vous préviendrai. Quoi qu'il en soit, les prochaines sessions, s'il n'y a pas de pause, dans tous les cas, ça sera le jeudi. On revient sur le jeudi. Le mercredi, là, c'était vraiment particulier. On en fera probablement une sur les galaxies et probablement une autre sur les trous noirs. Et puis après, on verra. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Salut.